Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Lorraine. Et non, nous ne sommes pas en France, mais bel et bien dans les Basses-Laurentides. Mon nom est Philippe Aubry. Je suis l'auteur du projet Histoire d'un Nord. Située entre Bois-des-Filions et Rosemère, Lorraine est ce qu'on appelle une ville planifiée. Bon, vous me direz que d'une certaine manière, toutes les villes sont planifiées. Mais en fait, Lorraine est un cas unique, comme nous le verrons ensemble dans cette capsule. Elle mêle à la fois l'idéal de la banlieue nord-américaine de l'après-guerre, mais aussi une volonté d'offrir un milieu de vie écologique et champêtre. Je vous présente donc aujourd'hui les grandes lignes de l'histoire de cette municipalité. L'histoire de Lorraine remonte au début du 19e siècle, alors que les Basses-Laurentides étaient encore découpées en seigneuries. Il y a peu d'habitants dans la région et ils sont concentrés sur les terres autour de la rivière des Mille-Îles. Derrière moi se trouve la Maison Garth, la plus ancienne du territoire de Lorraine. Son histoire est très intéressante. Cette demeure a été construite en 1833. Son apparence originale n'est pas celle que nous voyons de nos jours. C'est autrefois une maison avec un toit en pignon à deux versants. Acquise par la famille Kimpton, elle subit des modifications substantielles en 1861, alors qu'on lui construit une dépendance et qu'on change la toiture pour le style mansard. Le toit mansard offre beaucoup plus d'espace habitable à l'étage. La famille Kimpton exploite ici une ferme prospère qui est nommée la Spring Valley Farm. Ce sont eux qui font construire le bâtiment unique que l'on aperçoit sur le terrain de la maison, la grange étable en pierre. Réalisé entre 1861 et 1885, cet édifice remplit plusieurs fonctions. En 1879, Marianne Holmes, la femme de Charles Garth, achète le domaine. Le domaine conserve sa vocation agricole. On y fait de la production maraîchère et céréalière, ainsi que de l'élevage. Les Garth aménagent une laiterie dans la grange étable de pierre qui produit un beurre dont la réputation est connue jusqu'à Montréal. Dans les années 1890, il y a sur la propriété des maisons de bois qui accueillent les travailleurs de la ferme, mais aussi des villégiateurs. Des grands jardins entourent la demeure. Albert Edward Garth, le fils de Charles et Marianne, est l'un des premiers résidents du secteur à posséder un automobile. En 1912, alors que le gouvernement de Lomain-Gouin crée le ministère de la Voirie et proclame la loi sur les bons chemins, Albert Garth milite en faveur de la macadamisation des routes. La Société d'histoire et généalogie des Mille-Îles possède par ailleurs dans ses archives un trophée remis en août 1913 à M. Garth pour reconnaître son implication pour l'obtention de meilleurs chemins dédiés à l'usage des automobiles. Macadamisé en 1913, le chemin de la Grande Côte n'était jusque-là qu'une simple route de terre, ce qui ne permet pas de se déplacer facilement en auto. Le dernier membre de la lignée Garth à posséder le domaine, David Garth, a fait aménager une fontaine sur le terrain. Malgré que la maison Garth fasse partie du territoire de Lorraine de nos jours, du temps qu'elle est habitée par Albert Edward, il considère qu'il fait partie du territoire qui est connu sous l'appellation de Rosemere à ce moment-là, puisque ce n'est pas une ville. Suite au décès de David Garth, son fils, en 1957, les lieux sont légués à l'Église anglicane. La raison, c'est que Sarah Morris, sa mère, est très impliquée dans la communauté de Sainte-Thérèse. Toutefois, l'Église anglicane, ne sachant que faire du domaine, va le vendre à des intérêts privés. C'est un certain André Eisenstadt, docteur et homme d'affaires montréalais, qui est le dernier propriétaire du domaine avant qu'il ne soit incorporé dans la nouvelle ville de Lorraine, et ce, en 1962. La maison Garth devient à ce moment-là l'hôtel de ville, et ce, jusqu'en 1981. Revenons en arrière pour comprendre la création de la municipalité de Lorraine en 1960.
En 1953, trois Montréalais projettent de créer une ville modèle dans les Basses-Laurentides. André Eisenstadt, Maxwell Kalman et Lewis Pinsky jettent les bases de ce qui deviendra Lorraine en constituant une entité qui porte le nom de Rosemère Management Corporation. Une charte est adoptée en vue de définir ce que serait la ville modèle. Une fonction exclusivement résidentielle à faible densité de population et prépondérance de la nature dans le projet. Au fond, le visage actuel de Lorraine existait préalablement à sa construction. Et on remarque qu'il n'y a aucune servitude d'utilité publique qui n'est visible dans le paysage, c'est-à-dire pas de fil électrique, pas de réseau de télécommunications. Tout est enfoui sous la terre. Les rues de la municipalité ont été dessinées en fonction d'un idéal de sécurité. On remarque aussi qu'elles sont pensées pour éviter la circulation de transit. Tout le trafic de Lorraine va passer par le boulevard de Gaulle, qui est derrière moi. Aussi, on peut remarquer qu'à Lorraine, il y a très peu de commerces. Et ils sont à un seul endroit qui a été déterminé par la ville. Aucune industrie n'est tolérée sur le territoire pour limiter les nuisances et la pollution. La petite histoire fait mention de plusieurs noms qui ont été proposés pour la ville moderne. On cherche un nom qui fait noble pour une ville dont la qualité de vie se veut au-delà de la moyenne. Donc, on a proposé Rosedale, Roseville et Montrose qui furent discutés. Le dernier, tout particulièrement, Montrose, puisque c'est la contraction de Montréal et Rosemere. Toutefois, il semble que ce soit le premier ministre Maurice Duplessis qui a tranché pour que ce soit Lorraine. Grand admirateur de Charles de Gaulle, Duplessis apprécie le lien avec la mère patrie, la France. Le docteur Eisenstadt n'est pas en reste, puisque sa femme est originaire de la région française de Lorraine. Le nom apparaît donc dans les documents rédigés par la Corporation de la future ville de 1959 et le 4 février 1960, le gouvernement québécois entérine une loi qui promulgue l'existence de Lorraine. Donc, la nouvelle municipalité de Lorraine ampute la ville de Bois-des-Filions du tiers de son territoire, ce qui sera compensé financièrement pour les pertes territoriales, évidemment. Voyons maintenant ensemble les grands moments de l'histoire de la municipalité de Lorraine. La première administration municipale de Lorraine n'est pas élue, elle est plutôt nommée, ce qui est prévu par la loi qui a créé la ville le 4 février 1960. L'administration doit définir les grandes lignes du développement de la municipalité, mais surtout encadrer la construction résidentielle. Je mets l'emphase sur ce point parce que vous devez savoir que vous ne pouvez pas construire une maison comme bon vous le semble à Lorraine dans les années 60. Par exemple, en 1965, un riche acheteur projette de se construire une maison ici, mais propose un plan qui est non conforme aux yeux de la Corporation de Lorraine. Le revêtement étant en cause. S'ensuit une chicane qui se terminera devant les tribunaux et la ville aura gain de cause parce qu'elle compte parmi ses administrateurs un architecte de formation. Voilà pour la petite histoire. Lorraine s'est développée du sud, donc ici à partir de la Grande Côte, en allant vers le nord au fil du temps, ce que nous verrons ensemble dans cet épisode. Le boulevard de Chambord compte parmi les premiers développements résidentiels à Lorraine. Le concept des fameux lampadaires lorrains avec le pied légèrement incliné a été élaboré dans les années 1960 par un certain Donald Kirk. Cette décision a été prise pour pallier l'absence de poteaux électriques qui, normalement, on y accrocherait l'éclairage urbain. Sur le boulevard de Gaulle, ils sont au centre de la voie. La version doublée permet de mettre en évidence les armoiries de la ville. Et les noms des rues rappellent la région française de Lorraine, évidemment. La corporation qui chapeaute les entrepreneurs en construction possède une cabane qui se situait sur le terrain de l'actuel hôtel de ville. Notons que sous le mandat de la première administration lorraine, le golf est ouvert en 1961. En 1964, une première bibliothèque municipale bilingue est organisée et chapeautée par un comité de 9 femmes. 1964 voit également la construction de la piscine municipale. La population comprend 1000 Lorrains et Lorraines cette année-là. En 1967, il est grand temps que la population exerce son droit démocratique.
Les élections municipales mènent au pouvoir Albert Clément. Il est intéressant de constater qu'il y a une femme parmi son conseil de ville, Margaret Frigon, aux affaires sociales. L'équipe du maire Clément assure la continuité du développement de la municipalité dans le respect de la réglementation mise en place par les fondateurs, principalement au niveau du respect des règles d'urbanisme. Lorraine se développe donc jusqu'à l'actuelle autoroute 640 dont on voit le viaduc du boulevard de Gaulle derrière moi. Par ailleurs, l'autoroute n'est construite que dans les années 1970, mais on a déjà tracé son parcours en 68. Cette photo de 1970 nous montre qu'on a mis du sable pour définir le tracé de la future 640, qui est officiellement ouverte en 1974 dans le secteur. La Ville demande par ailleurs au ministère des Transports des fonds pour réaliser un viaduc au-dessus de la voie routière, ouvrant ainsi un nouveau secteur au développement. J'y reviendrai sous peu. En attendant, des parcs sont aménagés à de nombreux endroits dans la ville. En 1973, on ouvre l'école primaire Le Carrefour. La partie au nord de l'autoroute 640 commence à se construire. Le boulevard de Gaulle a été prolongé jusqu'ici, au boulevard de Vignory. La Ville autorise le premier et l'unique développement commercial en 1973, la place Lorraine. Toutefois, malgré ses 2000 habitants répartis dans 600 maisons, l'administration municipale est déficitaire. Albert Clément propose à ses citoyens le projet de fusionner Lorraine à la ville de Rosemère, mais l'idée ne séduit pas les Lorrains ni les Rosemérois. Aux élections de 1975, Clément est défaite. C'est Laurent G. Bellé qui reprend les rênes de la ville cette année-là. Farouchement opposé au projet de la fusion municipale, il gagne la faveur du vote populaire et promet de s'attaquer au déficit de la ville. Il continue le développement résidentiel à Lorraine durant les 24 années qu'il sera à la mairie. Également, il souhaite doter la ville d'infrastructures sociales, culturelles et sportives. Je vous présente de manière chronologique les différents lieux érigés pendant le mandat de Laurent G. Bellé. En 1978, Lorraine devient une paroisse. C'est plutôt étonnant, me direz-vous, qu'une église ouvre ses portes en plein déclin de la pratique religieuse au Québec. Effectivement, mais n'empêche qu'il existe à Lorraine une église pendant 30 ans. La messe est célébrée pendant un certain temps dans le gymnase de l'école Le Carrefour. En février 1980, le centre paroissial Charles de Foucault devient le lieu de culte des Lorrains et des Lorraines. Fusionné à la paroisse Saint-Luc à Bois-des-Filions dans les années 2000, l'endroit sert de nos jours à l'occasion. Non loin de là, on érige en 1979 l'école Le Tournesol, une seconde école primaire à Lorraine. En 1981, l'hôtel de ville quitte la maison Garde pour l'emplacement actuel sur le boulevard de Gaulle, mais toutefois, il ne revêt pas l'apparence qu'il a de nos jours. La maison Garde demeure toutefois la propriété de la municipalité et se voit entièrement restaurée entre 1986 et 1988. En 1983, l'administration Bellé fait construire le centre culturel Louis-Saint-Laurent. L'endroit se nomme de nos jours Laurent G. Bellé en l'honneur du maire à qui l'on doit sa construction. En harmonie avec les valeurs lorraines, le centre est perché sur les hauteurs du coteau qui surplombe l'autoroute 640. De nombreux organismes communautaires profitent des 14 000 pieds carrés d'espace dans le cadre de leurs activités. Le centre culturel va également accueillir la bibliothèque municipale entre 1984 et 1995. Le secteur de Lorraine-Nord se développe rapidement dans les années 1980. Le maire Bellé met de l'avant une vision élitiste de la banlieue, à l'image des fondateurs de Lorraine. Donc, chaque nouveau développement résidentiel amène des maisons avec une valeur marchande plus élevée que les précédents développements. Il semble que ce ne soit pas un frein à l'acquisition immobilière dans le secteur, car Lorraine atteint le cap des 8 000 habitants en 1991, alors qu'elle n'en comptait que 2 000 en 1974. Depuis ce temps, la population n'a guère augmenté, puisqu'en 2021, on compte 9 500 Lorrains et Lorraines.
Une autre grande réalisation du maire Laurent G. Bellé est le complexe municipal du boulevard de Gaulle. En 1996, on inaugure la bibliothèque municipale, le poste de police et l'hôtel de ville entièrement rénovés. En 1999, Gilles Pelletier devient le maire de Lorraine. Lui-même lorrain depuis 1973, il s'implique dans l'Association des citoyens de Lorraine et rédige pour le compte de la revue Liaison, une revue qui est publiée à Lorraine depuis 1967. Dès 1979, il fait le saut en politique municipale à titre de conseiller. Une fois à la mairie, il continue l'œuvre de ses prédécesseurs. Sous son administration, une troisième école primaire est ouverte en 2004 dans la municipalité, l'école du Ruisselet dans Lorraine-Sud. Lorraine continue d'accueillir des nouveaux résidents dans les années 2000, alors que les premiers condominiums de la municipalité sont construits sur le chemin de la Grande-Côte, face à la maison Garth. Il se construit également des maisons unifamiliales sur le chemin d'Aigremont, ainsi que sur le boulevard René d'Anjou. Pour assurer une saine gestion des finances de la ville, le maire Pelletier fait construire les rues des deux développements résidentiels par les constructeurs. Son successeur à la mairie, Boniface Derle Vedov, permet la construction des derniers développements de maisons unifamiliales de Lorraine-Nord, ici, sur le chemin de Brisac. La préoccupation environnementale est toujours présente à Lorraine depuis 25 ans. En 2003, on inaugure le sentier et la passerelle de la Route verte, près de la rivière d'Émile-Île. Lorraine compte environ 28 parcs et 300 000 arbres sur son territoire, qui ne fait que 6 km². Dans les années 2010, la ville réussit à obtenir un zonage de préservation pour la forêt du Grand Coteau, favorisant ainsi la présence d'une canopée importante, ce qui ajoute à la qualité de vie des citoyens. De magnifiques sentiers sont aménagés pour mettre en valeur cet havre de paix urbain. 65 ans après sa création, Lorraine s'illustre toujours pour ses principes fondamentaux. Une faible densité de population, on parle de 9 500 habitants pour 6 km², la présence de la nature dans une banlieue cossue et proche des grands axes routiers, le souci d'une intégration urbaine réussie, réglementée par un plan d'urbanisme strict, fait en sorte que la municipalité des Basses-Laurentides serait l'une des 5 meilleures villes pour la qualité de vie en 2021 au Québec. Un honneur ancré fort probablement dans l'histoire de cette jeune municipalité. Voilà donc, chers amis, les grandes lignes historiques de Lorraine. Au prochain épisode, nous découvrirons ensemble la voisine de Lorraine, c'est-à-dire Rosemère. Mon nom est Philippe Aubry du projet Histoire d'un Nord et je vous dis à bientôt.